Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous, à notre rendez-vous du mardi 21h. Isabelle, bonjour, bienvenue au rendez-vous. Et comment ça va, comment vous allez? Donc, psychanalyse pour tous, Marie-Laure, bonsoir, psychanalyse pour tous, le rendez-vous du mardi. Donc, où nous sommes là pour diffuser, Darine, bonsoir, du Liban. Nous sommes là donc pour diffuser, Elmer, bien le bonsoir, Martine, bonsoir, Anne, bonsoir. Donc, il y a certaines personnes qui se plaignent des bonsoirs du début de cette vidéo. Mais en fait, c'est une rencontre. Je suis là pour qu'on se retrouve. Donc, je trouve tout à fait correct. Bonsoir Claudette, Néléa, et puis en plus Marie-Thérèse, par exemple. Saïda, bonsoir, ça va bien, merci. Delphine, bonsoir, que nous commençons à nous connaître. Donc, Annie, tiens, bien le bonsoir, Annie. Nous commençons à nous connaître. Samia, bonsoir. Donc, bien évidemment que Loïc, ça va bien, Loïc. Bien sûr que je vais faire référence, non, à tous ceux qui nous accompagnent. Jalila, bonsoir. Liliane, Isabelle, bonsoir. Donc, faire référence, on va dire, à tous ceux qui nous accompagnent chaque mardi. Sandre, donc Luciole, bonsoir. Donc, et Catherine. Donc, effectivement, il y a un petit mouvement au départ de chaque vidéo. Michel, Farah, Samy, Véronique, pour faire référence. Doudou, Olivier, bonsoir. Bien le bonsoir. Olivier, Farida, bonsoir. Donc Monique, pour faire référence à tous ceux qui nous accompagnent, Destinée, ou Camille, bonsoir. Donc bonsoir, normal de se dire bonsoir. Laïla, sinon exactement, en plus je ne suis pas la seule à dire bonsoir, je réponds. Non, Sylvie Lachaume, bonsoir. Saïda, bonsoir. Manuela. Donc nous sommes dans cet espace de Marie-Louce, bonsoir. Psychanalyse pour tous, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Donc, ce soir, nous nous sommes proposés, enfin je vous ai proposé de parler des souvenirs. Des souvenirs, Aurélie, bonsoir, Amel, Kamal, Fatim, bonsoir, Dominique, bonsoir à tous. Donc, selon les sujets, vous avez vu, selon les sujets, nous sommes plus ou moins nombreux. Dominique, Suzanne, non, ça dépend un petit peu. Jamy, bonsoir, de chaque sujet. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler des souvenirs. Quelle était la question que je posais de que faire avec nos souvenirs? Que faire des souvenirs? À quoi ils servent? On pourrait se demander aussi nos souvenirs, non? À quoi ils servent? Françoise, bonsoir tout le monde. Et donc, à quoi servent nos souvenirs? Pourquoi il y a des souvenirs? Et pourquoi? Et un petit peu le sujet, un petit peu de ce soir, ça va être aussi faire référence un petit peu à notre mémoire, le fonctionnement de notre mémoire. Et comment, Shaira, bonsoir, comment elle fonctionne, Katia, bonsoir, comment elle fonctionne cette mémoire, c'est-à-dire comment Freud il a décrit, puisqu'on va s'intéresser principalement aux découvertes de Freud et comment Freud il a découvert, Claude, Louise, bonsoir, le fonctionnement de cette mémoire et donc de nos souvenirs. Basma, bonsoir. Je prends ma potion magique. Donc, bien évidemment, nous allons faire référence à ce texte, Lon, bonsoir, à ce texte des souvenirs écrans. Ce texte de Freud. Donc, on va utiliser Sabrina, bonsoir, Jienne, bonsoir. Alors, je ne sais pas comment, souvent, il nous trompe. Freud, il va venir nous dire que pratiquement toujours, il nous trompe. Il nous trompe dans le sens où on va voir un peu comment il en parle, donc parce que ce texte des souvenirs écrans, Sophie bonsoir, qui est très intéressant, Jugurta bonsoir, est écrit et publié à la fin du 19e siècle, donc c'est-à-dire juste avant la production de l'interprétation des rêves, qui est le texte
où Freud va présenter, donc en 1900, avec la publication de l'interprétation des rêves, où il va nous présenter donc ce concept d'inconscient. Donc juste avant, il est déjà en train d'étudier, puisque l'interprétation des rêves, ça va pas être sa première publication, sinon Carlos Bonsoir, sinon qu'il a déjà, Antoine Bonsoir, qu'il a déjà publié plusieurs textes sur l'hystérie, sur la névrose obsessionnelle, et le projet, non, il avait déjà aussi publié le projet, non, le projet n'était pas publié, il a été publié ensuite, Alem Bonsoir, par Marie Bonaparte. Donc, mais il publie les souvenirs écrans. Et donc, avec les souvenirs écrans, il va donc nous présenter comment, en fait, Yana, bonsoir, encore et merci pour ce moment si enrichissant. Bon, on va voir, Yana, on va voir, Rania. Rania, bonsoir. Donc, il est en train donc d'étudier la question de cet appareil psychique. Et il est en train de voir un petit peu, il découvre, en fait, Laurence Bonsoir, il est en train de découvrir le phénomène de l'amnésie infantile. L'amnésie infantile. Et donc, il s'intéresse aux souvenirs pour essayer d'expliquer, Lily Bonsoir, pour essayer d'expliquer un petit peu cette période de l'enfance. Donc, il a bien vu qu'il existait, qu'il n'a pas encore théorisé complètement, mais qu'il a bien vu que notre développement infantile est composé de deux époques de développement différents, puisqu'on va parler de cette petite enfance, non, ce premier développement de notre sexualité. Ensuite, il y a cette période donc de latence, et ensuite la métamorphose de la puberté. D'accord, très bien. Kaina, bonsoir. Corinne, bien le bonsoir. Jamy, où se logent les souvenirs, dans le corps ou la tête? Les souvenirs, on va dire, ils se logent, je dirais, dans nos mots. C'est-à-dire que c'est quand on en parle. Nos souvenirs existent quand on en parle, quand on fait référence. Abdella, bonsoir. Nolan, bonsoir. Et donc, c'est quand on en parle, notre appareil psychique va exister que lors d'une psychanalyse. Sans psychanalyse, notre appareil psychique, nous savons pas. C'est un inconnu. Donc Louise va déjà parler de ses souvenirs. Donc lui, il fait référence déjà à sa France natale. Carmen, bonsoir. Comment ça va, Carmen? Isabelle Alibert, bonsoir. Donc il va faire référence à ces souvenirs infantiles, parce qu'il va commencer à s'intéresser à ça, c'est-à-dire à ces souvenirs de notre plus jeune enfance. En danse, on travaille aussi la mémoire du corps, mais c'est autre chose, je pense. Pas exactement, parce qu'en fait, c'est autre chose pour le travail dans la danse, non? Annie, bonsoir. Sandy, bonsoir. C'est autre chose pour la danse. Mais quand on va être dans une analyse, qu'on parle, qu'on fasse référence à notre corps en analyse ou qu'on fasse référence à un souvenir de l'enfance, on va dire que c'est toujours quelque chose dont on va parler. Esther, bonsoir. Dans le sens où le corps, bien évidemment, qu'il a ses résonances, ses résonances et ses marques sur notre histoire. Mais tout va dépendre de comment on en parle. Ce n'est pas simplement ce qui nous arrive, sinon c'est comment on parle de ce qui nous arrive. C'est ça qui est le plus important. Donc Freud est en train d'étudier cette période d'amnésie infantile, et c'est-à-dire, et il commence aussi à s'occuper de ce mécanisme de l'oubli. Il y a ce texte qu'il a publié juste après l'interprétation des rêves qui s'appelle « Psychopathologie de la vie quotidienne », Carole, bonsoir, où justement il fait référence à ces mécanismes de l'oubli, où il va étudier ce mécanisme en nous parlant des mécanismes inconscients qui fonctionnent dans l'oubli. Et donc il travaille en fait les mécanismes de l'inconscient et de ses conséquences dans notre vie. Parce que ces mécanismes inconscients dont nous ne voyons rien, Sofiane, bonsoir, ont des conséquences bien évidemment dans notre vie. On n'oublie pas un mot pour rien, va nous dire Freud. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est surdéterminé. Donc, et il va, en 1899, il va utiliser une phrase de Goethe,
qui dit « L'air est plein d'éléments de chasse, qu'il est très difficile d'y échapper ». Non, Fifi, bonsoir, Sofiane, et dans le sens où, en fait, il voit qu'il y a plein de choses à étudier, et c'est là, donc déjà en 1899, où il commence à se rendre compte de la dimension de sa découverte, que ce qu'il a découvert, c'est beaucoup plus qu'une méthode thérapeutique. Donc ce qu'il a découvert, c'est directement une nouvelle manière de penser l'être humain. Donc il commence à s'en rendre compte, non ? Donc, qui va révolutionner la pensée de l'être humain. Et comment te positionnes-tu concernant le psychogénérationnel? Cela a-t-il des incidences dans la psyché de toute la lignée familiale? Donc, bon, alors ce n'est pas moi qui vais me positionner, je ne peux pas parler de moi, non, Djalila, bonsoir, sinon qu'on va parler de cette mémoire. Et donc, évidemment, dans cette mémoire, on a déjà vu, quand on avait fait référence un petit peu au surmoi, que le surmoi va hériter justement de cette lignée familiale, non, il va s'approprier, donc en introjectant ces figures parentales, il va aussi introjecter l'histoire de la famille. C'est le début chez Freud de la découverte de l'inconscient. Donc, oui, on peut dire, mais l'inconscient n'est pas encore théoriquement présenté, Delphine. C'est-à-dire que théoriquement, l'inconscient, Anaël, bonsoir, il va être présenté en 1900 avec l'interprétation des rêves. Donc, et donc un texte inaugural. Et chez Sherazade, bonsoir. Donc, quand il va nous parler des souvenirs, il dit que c'est qu'en fait, les souvenirs, il va se commencer à s'en occuper parce que les patients qu'il reçoit vont faire référence à des souvenirs. Et que c'est eux-mêmes qui vont faire référence donc à ces souvenirs en relation avec les symptômes. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils vont dire, ce symptôme-là, et ils vont donc associer à quelque chose de l'enfance. Donc ils vont apporter, ce sont les patients, non? Donc on va voir que Freud, il écoutait les patients pendant la journée, et le soir, il allait travailler et produire la théorie. Donc, c'est-à-dire que dans les séances, parce que dans les séances, raconter un souvenir, c'est une façon de le revivre, ce souvenir. C'est une manière de retourner au passé, donc ce souvenir. Et tout comme dans les rêves. Les rêves aussi, Freud va découvrir que le rêve, c'est une façon de retourner, de revivre le passé. C'est un moyen, le souvenir, souvenir. Donc, nous dit Yamina, bonsoir. Donc, c'est-à-dire, c'est d'apporter à la mémoire des choses oubliées. Non, les souvenirs, c'est d'apporter à la mémoire quelque chose qui... Parce qu'en fait, nous ne disposons pas de tous nos souvenirs à notre convenance. C'est-à-dire que nous avons toujours, non, j'ai oublié, et puis tout d'un coup, il y a des souvenirs qui apparaissent, qu'on pensait que ça c'était complètement oublié, qu'on avait complètement oublié, puis tout d'un coup, il y a un élément qui revient. Mais sur la petite enfance, on va dire que c'est un petit peu différent. C'est parce que ce sont, Marois, bonsoir, des fragments de souvenirs sur notre petite enfance. C'est-à-dire que ce ne sont pas des souvenirs complets. Non, donc Louise dit qu'il retourne, quand il retourne en France, il retourne toujours dans la maison où il a passé ses meilleures années. Donc voilà, donc un cas, Muriel, bonsoir, un cas qui va présenter, donc Louise nous dit que en fait, il fait référence à son enfance, non, comme quoi son enfance était la meilleure période de sa vie. Donc ça c'est un peu dommage, non, parce que c'est loin, puis en plus on s'en souvient pas beaucoup. Donc quand on fait référence à ces souvenirs de cette première petite enfance, il y a des fragments. Puis en plus, en général, on se rappelle, mais selon un peu ce qu'on a écouté, qu'on nous a raconté. Oui, mes parents ont dit, bonsoir Karim, mes parents racontaient que j'étais comme ci, que j'étais comme ça. Donc on a des souvenirs qui ont été fabriqués en fait par les autres. Donc, et donc Freud il va aussi, Siem, bonsoir, Sylvie, bonsoir. Freud va aussi donc faire référence à cette importance qui va unir ses souvenirs de cette petite enfance avec certains phénomènes pathogènes du sujet. C'est-à-dire que tout comme on va voir dans les rêves ou dans les symptômes, les rêves, les souvenirs de cette petite enfance peuvent être en relation tous ensemble.
Et donc on va voir, Cécile, bonsoir. Le thème de ce soir, demande Cécile, les souvenirs, Cécile. Comment se débarrasser des rêves qui sont liés à un traumatisme? Ben, que voulez-vous que je vous dise? La psychanalyse, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, on va voir que ce premier impact de cette petite enfance, il est très fort parce que, en fait, c'est le moment où l'enfant va se retrouver face à des situations, on va dire, au niveau psychique des plus complexes. C'est-à-dire qu'il va devoir prendre des décisions. Il va devoir prendre des décisions. Et la décision qu'il va devoir prendre, donc, c'est ce passage du complexe d'Oedipe. Et qu'il faut savoir aussi que c'est donc lors de cette première enfance où le sujet va rentrer dans le monde du langage, où il va commencer, Yvette Bonsoir, à parler, à utiliser les mots. Non, il y a des théoriciens qui disent que cette période et que les gens qui nous accompagnent dans cette période sont très importants pour nous parce que c'est avec eux que nous avons appris à parler. C'est-à-dire que notre famille, elle est très importante pour nous parce que nous avons appris à parler avec eux. Que nous sommes surdéterminés, nous avons une position dans le langage. Une manière d'être positionné, une manière de... Chacun sa manière de parler. Donc, et donc, à l'âge adulte, on voit que ces souvenirs de la petite enfance ne sont plus accessibles. Non, c'est cette période de latence, cette amnésie infantile. Donc, il y a une répression qui va s'installer et qui va diviser l'appareil psychique en deux. C'est-à-dire que d'un côté, nous allons avoir la conscience et de l'autre côté, l'inconscient. D'accord? Donc, il va être divisé, qui va se maintenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une répression qui va se maintenir tout le temps pour empêcher que le contenu inconscient ait accès à la conscience. Donc on va voir que cet oubli est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui fonctionne mal, que nous allons tous oublier ces premières étapes de notre vie. Donc, et donc Freud, dans ce texte, il va nous donner, et c'est pour ça que c'est très intéressant, il va nous donner des nouvelles valeurs quand on parle de mémoire, quand on parle de souvenirs, quand on parle d'oubli, et en plus quand on parle aussi de la pensée en général, puisque la pensée, elle est composée de tout ça. Donc, c'est-à-dire que veut dire oublier, que veut dire se souvenir, comment fonctionne notre mémoire, et c'est tout ce que va venir nous expliquer Freud. Et donc, et il va nous dire que c'est plus ou moins à partir de 7 ans, un peu avant pour certains, un peu après pour d'autres, que les souvenirs vont apparaître plus clairement. D'accord? C'est-à-dire que avant ça... Et donc on va voir l'importance d'un événement, comment on va se souvenir de l'importance de certains événements et la permanence de ce souvenir. Parce qu'il y a des souvenirs qui vont nous accompagner toute notre vie. Donc on a l'habitude de raconter, par exemple, des choses comme ça, non? Quand on était petit, je faisais ci, je faisais ça. Et donc il va nous dire, Freud, que nous avons tendance à penser, non, de façon, on va dire, de façon logique, que peut-on se souvenir des premières années de la vie avec l'hypnose, Sylvana? On peut se souvenir de certaines parties, non? Certaines parties, mais l'hypnose, tout le monde n'est pas sensible à l'hypnose, et tout le monde n'est pas sensible, on va dire, à vouloir se souvenir de ces... Non, parce que s'ils ont été réprimés, ces moments, d'accord, comme dit Jamil, peuvent être gênants et perturbants. Donc c'est pour ça qu'ils ont été mis de côté. Donc Freud va nous dire que nous avons tendance à penser de façon logique que dans la mémoire, on a gardé les choses importantes, d'accord, bien évidemment. Et alors qu'il dit que c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que très souvent, on se rappelle d'éléments qui sont insignifiants, hein, des détails insignifiants. Mais pourtant, nous pensons que si on s'en souvient, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se cache. C'est parce que sinon, pourquoi on s'en souviendrait, non? Donc il va dire que c'est pour ça que nous sommes surpris de voir que nous avons oublié quelque chose d'important que de nous rappeler un détail, non? Quand on dit pourquoi je me rappelle de ça, j'en sais rien.
Donc, ensuite, il va souligner aussi quelque chose d'intéressant, Freud, en disant, il va dire, par exemple, que nous sommes habitués à l'oubli de cette première enfance. Il dit qu'en fait, on donne pas d'importance à l'oubli. On ne s'étonne pas d'avoir oublié tous les souvenirs, on ne se rappelle plus, on a de vagues images, des phrases qu'on a écoutées, mais on a pratiquement tout oublié. Et il dit que c'est vraiment surprenant d'accepter, enfin de ne pas être surpris par cette amnésie en fait qui existe. Alors on a tendance à penser que comme l'enfant n'était pas assez mûr pour pouvoir conserver les souvenirs, alors que Freud va bien nous montrer donc pour l'enfant a une capacité intellectuelle déjà à un très jeune âge très importante. Et il est déjà un esprit pratique et il a un rendement psychologique qui pourrait lui permettre tout à fait de se rappeler. D'ailleurs, d'une certaine façon, il se rappelle. Parce que ils ont une empreinte sur nous. Freud va nous dire que tout ce qui est rentré dans l'appareil psychique ne va jamais plus sortir. C'est-à-dire que si c'est rentré, ça reste. Après, il y a plusieurs états, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs états dans les souvenirs. Il y a des souvenirs qui existent mais qui sont oubliés ou qui vont revenir à un certain moment, mais dont on ne dispose pas comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a certaines circonstances peut-être qui vont être nécessaires pour que le souvenir revienne. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous dire qu'en fait que notre mémoire est tendancieuse, que l'oubli est tendancieux, que nos souvenirs sont tendancieux. Mais que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas parce que je ne veux pas ou etc. Sinon que c'est parce que, en fait, ces souvenirs, cette mémoire, elle est, l'oubli pourrait être un mécanisme de défense. Oui, effectivement. Elle peut être considérée dans certains cas comme un mécanisme de décence aussi, et de défense. C'est-à-dire qu'il y a des lois de fonctionnement de l'appareil qui ne vont pas nous permettre de nous souvenir de certaines choses à un moment donné, mais qui vont nous permettre de nous souvenir d'autres choses. Mais que l'oubli, c'est une manière, on va dire, de garder dans la mémoire. C'est-à-dire que notre conscience ne le sait pas, mais c'est là. C'est-à-dire que ça continue à fonctionner en nous. Parce que quelque chose qui est oublié, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de manifestation. Donc, il va donc nous parler de la première enfance, de quel âge à quel âge. Donc Freud dit donc que depuis la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais c'est selon les cas, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, donc ça dépend un peu des sujets. Peut-on les magnifier ou l'inverse? Les ressentis, sensations entrent en compte aussi, effectivement, Vanille. Donc il va nous parler des souvenirs écrans. Et pourquoi des souvenirs écrans? Parce qu'en fait c'est une présentation. D'accord? C'est une présentation, c'est un écran qui cache autre chose. C'est pour ça qu'il va les appeler souvenirs écrans. Et donc, il va commencer, pour les travailler, à faire référence, dans ce texte, il va faire référence à 2 psychologues qui ont fait des enquêtes. Donc, ils ont fait des enquêtes, ils ont posé des questions à nombreuses personnes pour savoir un petit peu quelle était leur relation avec leurs souvenirs d'enfance et de quoi ils se souvenaient. Et donc, il va noter, les impressions de certains souvenirs sont refoulés et qui apparaissent tardivement, par exemple. Donc, et donc, il va faire référence au travail, il va aller voir le travail, le résultat de tendancieux, c'est-à-dire qu'il y a une tendance, que c'est pas nous qui décidons, qu'il y a une tendance, qu'on n'oublie pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Donc, et l'amnésie, l'amnésie infantile, ça fait référence donc à ce processus qui est obligatoire, on va dire, qui est obligatoire. Donc, il va dire que le résultat donc du travail de cette enquête de cette psychologue français qu'il appelle Léa Henry, donc j'ai pas été voir de qui il s'agissait, ils disent que très souvent il y a quand même des souvenirs qui font référence un petit peu à la peur ou à des éléments qui ont provoqué la peur, la honte, les douleurs physiques
ou des événements importants dans la vie du sujet qui peuvent être non, des maladies, des morts, des incendies, la naissance des frères et sœurs, etc. Non et en fait, il va nous dire que le... Alors, attendez, non, on va continuer. Et donc, il dit que, mais pourtant, on va voir que dans de nombreux cas, ce qu'on pourrait penser donc ces éléments importants dans la vie de l'enfant, c'est ce dont il devrait se souvenir, et pourtant, on va voir que non. Que la majorité des souvenirs des enfants, eh ben, ce sont des choses sans importance, ou alors qu'on ne comprend pas, un petit peu comme une sorte de rêve, non? Et donc, il va nous présenter deux souvenirs, donc des résultats de ces enquêteurs, et il va faire référence, il dit que par exemple, il y avait des parents qui disaient que à mon accès maniaque délirant, j'ai eu accès à un moment de ma naissance, sans ça, je pense que je n'aurais jamais pu y avoir accès. Bon. Donc, on ne sait pas, non, parce que ce que va dire Freud, donc, ce sont des souvenirs écrans, non? On n'a pas accès à un moment de sa naissance. C'est une impossibilité, non? Sinon que on peut avoir accès à un souvenir écran, ça oui. C'est-à-dire un souvenir qui devrait être interprété, non? Pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce souvenir. Donc, et donc il va montrer par exemple qu'il y a un sujet, donc il y a un professeur de philologie dont les parents parlent d'ailleurs, qui disent que ils se rappellent, les parents, que quand l'enfant il a face à la mort de sa grand-mère, il avait été très bouleversé, donc il était tout petit, mais il avait été très bouleversé par la mort de sa grand-mère. Pourtant, l'enfant ne se rappelle absolument de rien, mais ce dont il se rappelle qu'il avait vu donc une table, qu'il y avait une table qui était mise dans la maison et sur laquelle se trouvait donc une assiette avec une glace, avec un glaçon. Et voilà le souvenir, non, de ce professeur de philologie, donc à l'âge adulte, ce dont il se souvient d'un souvenir d'enfance. Et il y en a un autre, par contre, qui raconte aussi une autre histoire en disant que il a son premier souvenir d'enfance, c'est une promenade dans les bois où il cassait des branches. D'accord? Mais il dit qu'il croit pouvoir préciser à quel endroit cela s'est produit, non? Qu'il y avait plusieurs personnes. Nous choisissons nos souvenirs? Ben non, Carole. Justement, nous ne les choisissons pas. Qu'en est-il des fois où on vit une situation comme si c'était déjà vu? Ça, c'est un autre phénomène, Salma, non? Ça, c'est le phénomène du déjà vu. Donc, Freud, il étudie aussi dans un autre texte le phénomène du déjà vu, non? De quelque chose où il y a un trait qui est familier. Donc, Freud va dire, bon, alors bien sûr, pour ces enquêteurs, c'était quelque chose qui était très bizarre de voir que les souvenirs, c'était ce genre de détails, mais que pour Freud, c'était quelque chose d'habituel, puisqu'il avait donc, dans sa consultation, déjà écouté de souvenirs semblables. Donc, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte que le souvenir s'est conservé, mais de façon incomplète. C'est-à-dire que l'élément important a disparu, l'élément intéressant a disparu, d'accord? C'est-à-dire qu'il fait partie, l'élément intéressant, il fait partie des éléments oubliés, que l'élément important fait partie des éléments oubliés. Et en fait, il dit qu'au lieu d'utiliser sentiment de déjà-vu, oui, ça arrive souvent, bonne question. Donc, il dit qu'au lieu de faire référence à l'oubli, on va plutôt faire référence à une omission. C'est-à-dire que plus qu'un oubli, on va dire que le sujet, en fait, il omet, parce qu'en fait, il connaît, il a ce souvenir. Non? C'est-à-dire que le souvenir, il n'a pas, mais il n'est pas utilisé, il n'apparaît pas. Donc, c'est comme une sorte d'omission, il va dire. Et donc, Freud dit que grâce au travail psychanalytique, justement, il a réussi très souvent à pouvoir, on va dire, découvrir les pièces manquantes de ce vécu infantile, non? Où il y a simplement quelques éléments, il a réussi à reconstruire en fait le souvenir. J'ai toujours l'impression de douter de mes souvenirs. Bah, vous faites bien. Ont-ils réellement existé? Comme c'est ce dont va nous parler aujourd'hui Freud. Donc en fait, les souvenirs sont par fragments, non? Ils fonctionnent par fragments.
Et donc il dit, on va d'abord se poser la question, à savoir pourquoi c'est justement ce qui est significatif qui a été réprimé, et pourquoi l'indifférent est conservé. Ah ben justement, donc comme dans les rêves, c'est l'élément indifférent qui derrière va cacher l'élément important. Non? Donc, c'est-à-dire qu'il va dire que c'est un choix, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de transaction, c'est-à-dire que l'élément important qui voudrait s'exprimer, la conscience, elle dit, pas question, on revient pas là-dessus, on a déjà vu, et donc il y a une sorte, René bonsoir, donc il y a une sorte de transaction d'une action, non, une force qui va s'opposer au souvenir, une force qui va s'opposer à la manifestation du souvenir. Et en fait, donc, il va se produire une transaction, un petit peu comme dans le phénomène du symptôme, non? Ou tout comme dans les symptômes, non? Et c'est-à-dire que pour le souvenir, au lieu de se présenter directement, non, c'est le troc, exactement. Non, c'est une sorte de troc. Donc, le souvenir ne peut pas se présenter, sinon qu'il va prendre une autre apparence. Une apparence d'un élément indifférent, où le sujet dit, je ne sais pas ce que ça fait là, je ne comprends pas. Donc il y a une sorte de compromis, non, qui va se faire, donc, et donc il dit, ce n'est pas l'expérience vécue concernée qui va donner l'image mnésique, sinon que c'est un autre élément psychique qui est lié inconsciemment, parce que c'est pas n'importe lequel l'élément, sinon que quelque part il est lié inconsciemment par une voie associative. C'est pour ça qu'on va pouvoir ensuite retrouver cet élément de base, non? Puisque par association, on va pouvoir retrouver ce qui est caché, ce qui a été réprimé. Est-ce que c'est juste les souvenirs traumatisants qui sont réprimés? Non. Toute la première enfance, non? Ou un déplacement, comme dans les rêves. Ou c'est un déplacement, comme dans les rêves, exactement, Isabelle. Donc, c'est-à-dire que c'est le même processus pour les symptômes, pour les rêves, que pour ces souvenirs écrans. Donc, il va dire que les impressions, donc les impressions importantes pour le sujet, sont bien fixées dans la mémoire, mais elles sont éloignées de la scène principale. Vous dites non, on ne choisit pas de se souvenir. Pourtant, je choisis de me souvenir de mes moments avec ma grand-mère. Mais Jamy, ça, ce n'est plus la petite enfance. D'accord? Ça, c'est après, donc, cette amnésie. Non, c'est quand on a 7, 8 ans, 9 ans. Ça, c'est un autre type de souvenir. D'accord? Et de toute façon, c'est aussi, Nina, bonsoir, c'est aussi des souvenirs écrans. Non? Je vous conseille un magnifique ouvrage, donc, sur les souvenirs et les rêves. Donc, on va voir que Jung, non? Donc Jung, il s'est dévié de la théorie de Freud. Donc il faut voir un petit peu, non, que pourquoi, il faudrait étudier pourquoi il s'est dévié, d'accord, pourquoi il n'a pas voulu suivre Freud, qu'est-ce qui le dérangeait dans la théorie de Freud. Donc nous, on va continuer avec Freud, parce que pour bien connaître, pour bien se situer dans la psychanalyse, il faut d'abord bien connaître l'œuvre de Freud, bien se psychanalyser, et ensuite on peut aller regarder ce que ont fait les autres pour justement pouvoir réellement comparer, non, pour se rendre compte. Donc, est-ce que c'est un choix, le souvenir, ou il surgit seul? Mounia, ça dépend, non? Ça dépend. Donc après, il y a des gens qui aiment bien, non, répéter la scène, le souvenir, ils se le répètent parce que c'était un souvenir plaisant, donc ils se répètent. Mais ça, c'est autre chose, c'est plus une sorte de fantasme, non? C'est une sorte de fantasme. Michael, bonsoir. Donc il va dire... donc le souvenir substitutif est donc dépourvu de cet élément important. Donc il va nous parler d'un autre, Tala bonsoir, d'un autre exemple. Et il va nous ramener donc un patient, il va nous présenter l'histoire d'un patient qui donc s'est traité, est-ce que les souvenirs liés à la phase latente, 7-9 ans, on ne les souvient jamais ou c'est difficile? Ça dépend des personnes, Narine, non? Que ce n'est pas quelque chose qui, ça dépend des gens, non? La sexualité, le tout sexuel, je crois. Donc le tout sexuel, cette sexualité, parce qu'en fait on réprime,
non, on réprime toutes ces tendances sexuelles de la première enfance. Donc, le patient de Freud, c'est un... Ah non, il va d'abord nous raconter, donc il va nous donner un autre cas donc d'une jeune femme qui dit qu'elle était en proie à des hallucinations. Elle entendait en fait des hallucinations qui répétaient des grands fragments d'une œuvre de théâtre, je crois. Non? Et donc, et elle était surprise, donc elle va voir Freud, elle lui raconte, voilà ces parties dont je me souviens, et en fait, donc, c'était des passages en fait qui paraissaient, c'était les plus anodins de la pièce, les moins en rapport avec l'histoire du sujet. Et en fait, il dit que, bien évidemment, l'analyse va montrer que derrière ces passages de l'histoire qui apparaissaient donc anodins, il y avait les idées beaucoup plus pénibles pour la patiente qu'elle cachait derrière ce matériel anodin. Donc il dit que comme on disait, donc l'oubli, c'est une certaine, ça peut être utilisé donc pour, non, pour moi Freud est un génie. Donc oui, c'est un génie, c'est surtout un travailleur, non, un grand travailleur, et qui n'a pas renoncé à ce travail scientifique, il s'est maintenu sur le travail scientifique, parce qu'il faut voir que Freud, d'une certaine façon, il était un peu comme nous, dans le sens où lui, quand il découvrait aussi ce qu'il découvrait, il disait, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Parce que lui aussi, il a dû se transformer, non, pour pouvoir continuer à travailler, à faire face à ses découvertes. Non, que lui aussi, quand il a découvert que les enfants avaient une sexualité, il a dû lui aussi faire cette transformation pour accepter ça, non, que ce n'est pas quelque chose que tout le monde accepte. Il y a des gens encore qui disent, mais non, c'est pas possible, les enfants n'ont pas de sexualité, par exemple. Donc, on va parler de ce jeune homme de 38 ans, donc, bonsoir Véro, donc, Estelle, bonsoir. Donc, on va voir le cas de ce jeune homme de 38 ans qui est en analyse donc avec Freud, et donc Freud il dit que donc c'est un étudiant, un jeune qui était venu donc pour parler avec Freud parce qu'il souffrait d'une petite phobie, et donc il dit que il a résolu ça, et mais qu'un jour il lui a raconté donc un souvenir de sa première enfance, non, sa première enfance. Et donc il va raconter, je vais vous raconter un petit peu le souvenir qu'il raconte à Freud. Non, parce qu'on va voir que c'est comme un rêve, non? Il va se raconter comme si c'était une situation d'un rêve. Il dit, je vois. Alors déjà ça, non? Ça c'est intéressant parce qu'il dit pas qu'il le vit. Sinon, bonsoir de Beyrouth, bonsoir Karine, hola Diaz. Donc il dit qu'il voit une prairie carrée, un peu en pente, verte et herbue, non? Dans ce verre, beaucoup de fleurs jaunes. De toute évidence, du pissenlit commun, il va dire. En haut de la prairie, une maison paysanne. Debout devant la porte, deux femmes bavardes avec animation. Il va dire. La paysanne coiffée d'un foulard, et à côté, il y a donc une nourrice. Sur la prairie jouent trois enfants. Alors, vous voyez comment il raconte? Et il dit, je suis l'un d'eux. Donc c'est comme si lui, en fait, non, il avait une vision et il est en train de regarder ce qui se passe. Je suis l'un d'eux, âgé de 2 à 3 ans. Il dit, les deux autres sont mes cousins, qui a un an de plus que moi, et sa sœur, ma cousine, qui a presque exactement mon âge. Nous cueillons les fleurs jaunes et nous tenons chacun à la main un certain nombre de fleurs déjà cueillies. Donc chacun son bouquet. Il dit, mais c'est la petite fille qui a le plus joli bouquet. Mais nous, les garçons, nous lui tombons dessus comme d'un commun accord et nous lui arrachons ses fleurs. Tout en pleurs, elle remonte la prairie en courant, et pour la consoler, donc la paysanne va lui donner un gros morceau de pain noir. Dès que les garçons voient ça, donc à peine nous avons vu cela, que nous jetons nos fleurs et que nous montons en courant pour réclamer aussi un morceau de pain. Et qu'ils obtiennent, que la paysanne leur donne donc, coupe la miche avec un grand couteau.
et il dit, il révèle, pardon, Jugurtha dit, si je ne me trompe pas, tout est lié au sexe dans la vie. Donc ça, c'est ce que pensait Jung, c'est pour ça qu'il s'est éloigné. Non, tout est lié à la sexualité, pas au sexe. Ok? Felipe Ola. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien différent. D'accord? La sexualité, comme on a vu, c'est tout ce qui est touché. Tout l'être humain est sexuel. Tout l'être humain, parler c'est sexuel. Tous les verbes que va utiliser l'être humain sont sexuels. D'accord? C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sexués et mortels. Donc c'est pas lié au sexe, c'est lié à la sexualité. Et donc il ne s'agit pas de plaisir, sinon qu'il s'agit d'autre chose. Donc la sexualité, il y a un cours, si vous voulez, qui s'appelle la sexualité en psychanalyse, qui est très intéressant. Vous pouvez me demander les informations, je peux vous passer les informations, qui est très intéressant justement pour voir que ça n'a rien à voir. On va dire la génitalité, ça fait partie de notre sexualité, mais c'est une toute petite partie. D'accord? C'est-à-dire que tout le reste, non, ça a aussi une énorme importance. Bon, donc, pour finir l'histoire de ce inhibition et sexuelle infantile, ce rêve. Oui, vous vous en rappelez, René. Hein. Donc, il va faire terminer donc son histoire, ce jeune homme, en disant « Le goût de ce pain dans mon souvenir est absolument délicieux. » Et voilà, ça s'arrête là. D'accord? C'est absolument délicieux. Donc Freud, il dit, bon, ça n'a pas l'air d'être un souvenir très impressionnant, ni raconter quelque chose de particulier, c'est une scène, il va nous dire, de la vie courante. Il dit, mais le patient, celui qui a raconté son souvenir, il dit, mais quand même, c'est frappant, le jaune des fleurs, il se détache énormément dans mon souvenir, non? Qu'il se détache fort sur l'ensemble, c'est quelque chose de plus important. Et il dit, et le goût du pain aussi, c'était quelque chose qui est exagéré, ce goût du pain, non? Il dit, comme dans une hallucination, donc ce type de souvenir comme dans une hallucination. Et donc Freud va simplement la sexualité, d'accord, nous sommes d'accord, merci. Donc Freud va juste lui poser la question à savoir, depuis quand vous avez ce souvenir? Depuis quand ce souvenir vous occupe? Et c'est là une chose intéressante, parce que le souvenir, ce n'est pas comme où nous pouvons nous souvenir de ce que nous avons fait hier, ou de ce que nous avons fait ce matin, non? Mais les souvenirs d'enfance, quand est-ce qu'ils commencent à apparaître? Et donc, ça va être une question importante. Et donc, le patient va répondre que ce souvenir d'enfant, il dit, il n'a jamais occupé mes jeunes années, en fait, délicieux. Donc, il n'a jamais occupé mes jeunes années, il s'est jamais occupé de ce souvenir. Il dit mais il dit qu'il se rappelle à quel moment donc est apparu ce souvenir, à quel moment il est apparu. Et donc il va raconter un autre souvenir, non? Donc, habituellement, mes rêves concernent des endroits que je n'ai jamais vus auparavant. Mais quand je suis allée dans mon lieu de naissance, j'ai découvert que ces endroits étaient restés réels et que voilà. Donc, il va nous raconter une histoire quand il a 17 ans, parce qu'en fait, lui, il vivait dans une petite ville avec ses parents. Son père a dû partir pour des raisons économiques, donc il a fermé l'usine dans laquelle il travaillait, et ils sont partis dans la grande ville à côté pour s'installer. Et lui, en fait, il a toujours continué à fantasmer à son enfance, à ses lieux de promenade dans les bois, les prairies, tout ça, qu'il adorait, et qu'en fait, il s'est jamais vraiment habitué à cette vie à la grande ville, dans la grande ville. Et donc, quand il a 17 ans, il a l'occasion, donc, de retourner pour la première fois, il dit, dans sa petite ville natale. Et il se fait recevoir donc il est l'invité d'une famille avec laquelle il avait gardé des liens d'amitié, il va dire, depuis cette époque lointaine. Et il dit que le fait de retourner là, ça l'excite énormément, il est très excité de revenir donc cette période. Il commence quand les souvenirs d'enfance, moi j'en ai dès la maternelle, déjà si tôt. Bah voilà, donc ça dépend des personnes, on va dire, Marie. Mais ce qu'on va voir, et ce qui est intéressant, c'est quand est-ce qu'ils arrivent? Parce que c'est pas simplement d'avoir le souvenir, mais quand est-ce qu'il est apparu, Marie-Laure, votre souvenir? Non? Donc il va dire que quand il arrive dans cette famille,
en fait, il va se rendre compte, il va comparer donc sa vie dans la grande ville avec la vie que cette famille a là. Donc, il y avait une certaine aisance, alors que la famille, économiquement, ne s'était pas très bien récupérée. Et qu'en plus, il va donc tomber amoureux tout de suite de la jeune fille de 15 ans. C'est son premier amour. Hein. Et en fait, elle va donc elle va repartir donc à la ville pour aller au collège. Et pendant cette absence, en fait, il va commencer à fantasmer. Et il va commencer à fantasmer en disant si seulement il n'y avait pas eu cette faillite, si seulement j'étais resté dans mon pays natal, si seulement j'avais grandi dans cette campagne, si j'étais devenu aussi robuste que les jeunes gens de la maison, les frères de sa bien-aimée par exemple. Il va dire donc si j'avais ensuite repris la profession de mon père et finalement épousé la jeune fille, j'ai repris le poste de mon père dans l'usine et je me serais donc mariée. Donc vous voyez, il fait tous ses fantasmes. Hein. Non? Donc, quelle est la différence entre le fantasme et le souvenir, puisque les deux sont fabriqués dans l'appareil psychique? Jamais, ça c'est une bonne question. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ici, Freud va nous parler qu'ici, il s'agit d'un souvenir, non? Mais qui va être utilisé, en fait, il va être utilisé, ce souvenir, non? Et en plus, donc, à cette époque-là, le jeune homme, il pensait que cette jeune fille, il allait l'aimer toute sa vie, non? Il ne pouvait pas imaginer que cet amour pouvait disparaître. Et en fait, il dit que quelques années plus tard, il va la revoir, qu'elle s'est, elle, mariée, et qu'en fait, il va rester tout à fait indifférent à elle. Mais il dit qu'il se souvient, étrangement, il se souvient avec précision, il dit, la couleur jaune du vêtement qu'elle portait lors de notre première rencontre et que l'effet que ça a produit sur lui. Non? Et donc, il s'est rendu compte, qu'après, donc, il a fabriqué, donc, à partir du jaune, non, on voit que le souvenir est apparu à partir du jaune. Et en fait, il va faire référence à un autre souvenir, pour expliquer encore comment cette expérience du vécu, donc, de son adolescence ont réavivé ses impressions d'enfance, non? Donc, où il a eu l'occasion donc aussi de revenir dans sa ville natale, de revoir son oncle qui était resté là-bas, non, de revoir son oncle pendant les vacances et qu'il a donc retrouvé les enfants de ses premiers compagnons de jeu, donc qui étaient dans la prairie, non, de ce cousin et de cette cousine. Et il dit que cette famille-là avait quitté le lieu de naissance, tout comme lui, et qui était parti vivre dans une autre ville. Donc, et ensuite, il va faire donc une autre réflexion sur sa situation. Il va raconter qu'en fait, quand il rentre à l'université, lui, il va se mettre à étudier beaucoup, et que son père, en fait, il avait des projets pour lui, pour essayer d'obtenir une situation économique favorable à son fils. Une situation favorable. Et en fait, lui, il va se rendre compte, bonsoir Jean-Loup, il va se rendre compte donc que son père, voilà, qui voulait avoir, parce qu'en fait, il va faire beaucoup d'études et en fait, il va attendre, non? Donc ça devient un scientifique, un savant, mais qu'il met un certain temps avant de pouvoir gagner de l'argent. Et en fait, il dit bonsoir du Liban, Dalal, et donc il dit que le projet, le monde Vénus est sédentaire. Et donc il va dire que ce projet de mariage qu'avait donc le père aussi qui voulait le marier à sa cousine, c'était une façon de dédommager le préjudice que la première catastrophe économique avait causé dans la vie du sujet. Mais ce qui va être intéressant, encore cet autre élément intéressant, donc, en faisant revenir sur, il dit, c'est le goût du pain de campagne, le goût du pain de campagne. Et donc, qui paraissait extraordinairement délicieux. Donc, Ibtissem dit qu'elle est nouvelle parmi vous, bienvenue. Donc, il va faire référence à le goût du pain, qui est donc délicieux, comme disait René, délicieux, d'accord? C'est le délit des cieux. C'est-à-dire
Bon, dans cette histoire, on peut écouter ça. C'est pas qu'à chaque fois qu'on va dire délicieux, on va l'associer à un délit, d'accord? Sinon que c'est effectivement en relation avec cette histoire où on peut faire référence à ça, non? Et donc, donc le patient va souligner déjà lui à Freud en disant vous vous rendez pas compte que ce que je vous ai raconté, cette hallucination, ça fait référence un petit peu à mon fantasme, c'est-à-dire à mon fantasme de ce développement économique, non, de pouvoir ce fantasme si je me serais mariée avec elle, non, puisque le but c'est la situation, la motivation finale, non, c'est un désir érotique. Et en fait, donc il va expliquer que ce goût du pain, bah, le pain ça représente quoi, non? Parce que Freud il va dire c'est un souvenir qui représente d'un côté le pain et de l'autre côté l'amour, non? C'est deux forces de l'éros, non? Les deux forces de l'éros. Et donc il va dire que il va interpréter Freud, par exemple, que dans la prairie, quand les jeunes garçons jettent les fleurs pour recevoir du pain en échange. D'accord? C'est-à-dire que lui, il a renoncé d'une certaine façon, bon, dans ce lieu natal pour, enfin, c'est son père, et pour gagner une meilleure situation économique, non? Et donc il fallait renoncer à cet idéal irréaliste pour choisir des études menant à un gagne-pain, non? Donc, et il va nous dire donc que ce qui est très intéressant ici, il dit alors ce ne serait pas là un souvenir d'enfance, ce serait un fantasme reporté rétroactivement dans l'enfance. D'accord? Il dit, donc le patient dit, j'ai le sentiment que cette scène est authentique, pourtant. Alors on a l'impression que c'est quelque chose qui a été construit, non? Après. Et il dit, pourtant, j'ai l'impression que c'est authentique, il dit le patient. Alors il dit, non? Alors qu'est-ce qui se passe? Et Freud va dire, oui, effectivement, c'est très certainement un souvenir authentique que vous avez utilisé pour pouvoir exprimer, donc on va dire pour pouvoir exprimer ces fantasmes. Non, pour pouvoir réaliser en fait ses désirs, donc le désir de vous marier avec la jeune fille. Donc en fait c'est un petit peu comme dans un rêve, non? Donc il dit parmi les nombreux souvenirs que vous aviez, vous avez été chercher celui donc qui était avec qui allait permettre cette association, non? L'association du jaune, le jaune de cette jeune femme, non, qui faisait référence donc à ce désir érotique de l'enfance, et il va même aller plus loin, Freud, non, c'est pour ça qu'il parle de souvenir écran, non, de souvenir écran, c'est-à-dire que dans le sens où réellement c'est un souvenir, mais qu'on a utilisé pour, non, exprimer autre chose. Donc, et il dit, donc, le fait que les deux jeunes garçons, non, vous vous rappelez l'histoire, le fait que les deux jeunes garçons veulent prendre, donc, premièrement, la jeune fille, elle a le plus joli bouquet, de quoi il parle, et ensuite, ils vont prendre tous les deux le bouquet de la jeune fille. Et en fait, Freud, il va donc dire, il s'agit bien là de la déflorer. Donc, vous voyez que c'est un souvenir qu'on a utilisé, mais pour ce jeune adolescent qui était donc tout excité face à cette situation, non, qui a été tout amoureux pour la première fois, et donc il a été chercher, non, ce rêve. Qu'en est-il des faux souvenirs? Toujours là pour les amis. Donc, qu'en est-il des faux souvenirs? Donc, mais comment on va savoir que c'est un faux souvenir? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Et en plus, quelle importance? C'est ça qu'on va voir. Quelle importance que ce soit un vrai souvenir ou un faux souvenir? En quoi ça m'intéresse que ce soit qu'on appelle vrai ou faux? Non, parce qu'en fait, Freud, il va dire, il va préciser donc que ce souvenir écran, donc parce qu'il va déjà nous présenter une notion du temps qui n'existe pas dans l'inconscient. L'inconscient n'a pas le temps chronologique dans lequel nous vivons dans la conscience. C'est-à-dire que tous les éléments, non, peuvent apparaître. C'est pour ça qu'il y a des souvenirs de la petite enfance qui peuvent apparaître dans une personne de 40 ans,
Nous, on pourrait dire ça n'a plus rien à faire là, et pourtant ça apparaît, c'est-à-dire que ce n'est pas chronologique. Sinon qu'il y a des éléments où tout d'un coup, on se retrouve dans une situation, non, comme de l'enfance, alors qu'elle est bien loin. Donc on va voir que, non, donc il existe que le temps dans l'inconscient est complètement différent, non, qui n'a pas la même chronologie. On peut pas le. C'est pour ça qu'on va voir que ces souvenirs, en fait, ils vont apparaître quand le sujet en a besoin pour exprimer quelque chose. D'accord, c'est-à-dire que le sujet va utiliser, il va aller chercher, le sujet va aller chercher quelque chose, non, va aller chercher ce souvenir pour exprimer une autre chose. Non. Et c'est vraiment passionnant ces associations, exactement. C'est vraiment passionnant puisque en fait, surtout ce qui est passionnant, c'est qu'on peut pas croire à l'apparence. Que l'apparence c'est une chose et que je dois arrêter d'y croire. Et ce n'est pas facile. Parce qu'en général, non, on dit tant que je le vois pas, j'y crois pas. Donc les souvenirs n'apparaissent pas par hasard, exactement. D'accord? C'est-à-dire que les souvenirs, donc, ils n'apparaissent pas par hasard. Surtout dans une séance. Parce que dans la vie de chacun, allez savoir ce qui se passe. Non? Par contre, on va dire que, quand il s'agit d'un souvenir qui apparaît dans une séance, alors là, ce n'est pas par hasard. Non? Donc là, on va pouvoir voir pourquoi il apparaît justement comme maintenant. Non? Pourquoi, à quoi c'est associé. Donc, il va parler de ses souvenirs écrans. Et en fait, pour conclure qu'en fait, nos souvenirs sont tous des souvenirs écrans. C'est-à-dire qu'ils cachent toujours quelque chose derrière. Alors, premièrement, parce que nous n'avons pas la capacité, l'être humain n'a pas la capacité de se souvenir réellement de ce qui s'est passé. Non, dans le sens où, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous n'allez pas vous rappeler de tout. Vous allez faire référence à certaines choses selon à qui vous parlez. On va se rappeler de certaines choses, ou on a complètement oublié, ou on s'en rappelle plus, ou on doit faire un effort pour s'en rappeler. Donc à chaque fois, c'est quelque chose. Et quand on va raconter, non, ce qu'on a fait ce matin, évidemment, non, on va transformer ce qui s'est passé. Nous sommes tous d'accord, hein, non? Donc on va obligatoirement transformer ce qui nous est arrivé. Donc, je veux dire pourquoi par la parole? Nous n'avons pas la capacité de rétablir le vécu. Et pourtant, ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai vécu. Sinon, ce qui compte, c'est ce que je dis que j'ai vécu. Et ça, c'est le grand décentrement que va présenter la science psychanalytique, c'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas le vécu, sinon que c'est ce que je dis que j'ai vécu. Hein? Et donc on va voir, c'est pour ça que la psychanalyse comme instrument, c'est un instrument qui va nous permettre de modifier le passé. C'est-à-dire de parler de façon différente de mon passé, de transformer mon passé. Pourquoi? Parce que je vais en parler d'une façon différente. Je ne suis plus la petite fille traumatisée, je ne suis plus la petite fille battue, non, sinon que je vais pouvoir transformer ça, non? C'est Delphine, c'est les mots, mais c'est aussi l'écoute, d'accord? Et quand on ne se souvient pas de certains rêves, Corinne, quand on ne se souvient pas de certains rêves, c'est parce qu'il y a eu censure. C'est pour ne pas s'en rappeler. D'accord? De la même façon qu'avec les souvenirs. Si on s'en rappelle pas, c'est parce que il y a la censure qui est là et qui dit on ne va pas déranger le sujet avec des choses qui vont être déplaisantes pour le sujet. Non? Paroles et paroles chantées Dalila. Non? Donc il y en a plusieurs qui ont chanté non, sur l'importance évidemment de pouvoir exprimer. Et la psychanalyse, non seulement c'est quelque chose où on va pouvoir raconter des choses qu'on ne raconte pas à n'importe qui, et de pouvoir apprendre à parler d'une façon différente, non, pour découvrir cette personne, non, ou cette partie de nous que nous ne connaissons pas, Donc c'est un voyage très intéressant. On dit que c'est le meilleur voyage. Le meilleur voyage, c'est bien le voyage analytique qui va nous faire découvrir donc non, c'est cet être humain que nous sommes.
Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, bien, il est l'heure, d'accord? Donc, je vous invite bien évidemment à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Non, vous pouvez en abuser. Donc, vous pouvez aussi aimer cette page pour être facilement informé des nouvelles publications. Et on se retrouve donc mardi prochain. Loïc, merci à vous. On se retrouve donc mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet. D'accord? Donc on va... donc il y a... on m'avait proposé différents sujets. Bonsoir Annie. Mais il y a des sujets très polémiques, donc très particuliers, très polémiques. Véro, merci. Merci à vous. Donc merci pour votre... Nous sommes Martine, non? Nous sommes 140 encore, donc c'était très intéressant. Je vous en prie, Liliane, Romy, merci pour votre éclairage. Luciole, bonne fin de soirée à vous. J'ai bien aimé le texte, ok. Et Monique, Delphine, Sabrina, Sylvine, passionnant. Bah oui, toujours la psychanalyse, on peut pas l'éviter. Audrey, Olivier, passionnant, enrichissant. Je m'en vais partager, ok. Elmer. René, merci à vous. Muriel, merci à vous. Jamy, pourriez-vous aborder les sujets comme la maltraitance? Ben oui, mais c'est des sujets très délicats. Jean-Loup, au revoir. Mariette, merci. Néléa. Corinne, merci à vous. Isabelle, merci à vous. Non, il y a des sujets qui sont trop polémiques. Donc, c'est quelque chose où on va déranger beaucoup les gens. Donc, on va essayer de prendre des sujets qui sont un petit peu plus... Et déjà là, non, que quand on fait référence... Parce que déjà dire aux gens, non, de façon générale, que ce qu'ils vivent, Amel, Assaem, Jamy, ce qu'ils vivent, ben, c'est pas exactement ce qu'ils croient vivre. Farida, Fatma, mais c'est minutieux, merci. Au revoir Louis, Feti, merci. Et Lana, je réitère, toujours aussi enrichissant, merci. Merci à vous, Kamal. Donc, bonne continuation, bonne fin de soirée, et on continue mardi prochain. Donc toujours, et puis en plus, ce qu'on va essayer, parce que la maltraitance, c'est pas exactement un sujet, le projet c'est pas un sujet que travaille la psychanalyse, c'est les problématiques que présentent certains patients. Non, Anthony, bonsoir, Abdella, merci, au revoir. Donc c'est des sujets, on va dire qu'il y a des sujets qui sont pas touchés, c'est pas un sujet, c'est pas un concept. Non, le souvenir écran, c'est quelque chose qui touche la psychanalyse, non, qui a été travaillé par la psychanalyse. Katia, merci. Alors Katia, je ne sais pas, votre dernière phrase sur le voyage, je suis complètement d'accord. Donc c'est le meilleur voyage, vous êtes d'accord, très intéressant. Bon allez, merci à vous, bonne continuation, merci de m'accompagner comme ça, de nous accompagner aussi nombreux tous les mardis, comme ça nous sommes tous ensemble, Sylvette, donc rendez-vous mardi prochain à 21h ici, donc sur Facebook, tant que Facebook nous le permettra. Après, on verra bien où nous irons. Bon, allez, à très vite. Au revoir, bonne continuation. Au revoir.